Élu dans Terrebonne en 1976, Élie Fallu fait ses classes comme adjoint parlementaire de plusieurs ministres. Nommé ministre responsable des personnes handicapées, on lui doit l'adoption d'un plan d'action pour faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Fallu. Bonjour, M. Morin. Vous avez fait partie de l'Association interparlementaire de langue française, c'est ça? Oui, l'AIPLF. L'AIPLF, dès le début, de 1976 jusqu'à 1984 au moins. Quel rôle vous avez joué dans cette association-là? Bien, j'ai été membre actif dans notre unité ici. Le président ici, par définition, c'est le président de l'Assemblée nationale, mais j'ai été le secrétaire parlementaire. J'ai été également, au niveau international, secrétaire parlementaire des Amériques francophones. Bon, et donc, de ce fait-là, j'ai participé à peu près à toutes les grandes assemblées, grandes rencontres qui ont eu lieu, aux grands débats, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, au Canada, que ce soit au Sénégal, au Rwanda, enfin partout. Arrive le beau risque en 1984, c'est-à-dire le beau risque proposé par M. Mulroney d'intégrer le Québec dans la Constitution canadienne, et ça crée un débat de fond dans le Parti québécois. Où vous êtes-vous situé dans ce débat-là? J'étais du côté du beau risque. Pour la bonne et simple raison que le beau risque n'enlevait pas au Québec sa capacité d'agir, parce que nous vivons dans une... Et ça, c'est une chance de vivre au Canada, en quelque sorte. C'est que nous vivons dans une confédération dans laquelle les États forment les noyaux de l'État. Et ce n'est pas un État unitaire. Donc, n'importe quelle province a le loisir en tout temps de déclarer son indépendance. Dans cette nouvelle constitution temporaire, parce qu'on ne perdait pas pour autant l'idée de la souveraineté du Québec, dans cet arrangement temporaire, Québec gardait son plein pouvoir de s'autodéterminer. Ça a causé des problèmes, je dirais, idéologiques au sein du PQ, même qu'il y a des têtes d'affiche qui ont quitté à ce moment-là, M. Parizeau, entre autres. Et ça a amené un remaniement ministériel. Et cette fois-là, M. Lévesque vous a promu au Conseil des ministres. Dans quelle fonction? Et est-ce que vous vous êtes dit, enfin, j'accède au pouvoir décisionnel? Non, moi, j'ai toujours été un militant. Voilà. Donc, un militant, quand il a la chance de militer à des endroits multiples, il fait le travail qu'il faut, il essaie d'influencer et il trouve les formules pour le faire. Voilà. Bon, donc, voilà une nouvelle fonction. Bien, on s'attable et on travaille, et voilà. Et surtout qu'en l'occurrence, il y avait eu un très beau travail préparé depuis plusieurs années dans le domaine, entre autres, des relations avec les citoyens et les personnes handicapées. Et moi, j'ai eu la chance de la compléter, entre autres, par les sommets, nos fameux sommets socio-économiques d'époque, le sommet sur la personne handicapée au Québec, son intégration, donc l'intégration des personnes handicapées à la société. Et ça a été du beau travail. Et d'ailleurs, ça reste en quelque sorte la Bible de notre réflexion collective qui nous inspire encore aujourd'hui. Faire en sorte qu'on reconnaisse qu'une personne handicapée, c'est d'abord et avant tout une personne. Et qu'on a le devoir de l'assister dans son développement personnel, dans la société, pour que la société bénéficie au maximum de ses ressources et qu'elle-même puisse profiter au maximum de ses capacités résiduelles pour s'exprimer. Et ça a été bien réussi. Ça a été
l'élan était donné. Je ne dis pas que le travail était complété, mais l'élan était donné. Et vous êtes arrivé à un incident, en fait, ça aurait pu être beaucoup plus grave. En 85, vous avez pris un vol pour Tokyo et il est arrivé une explosion dans l'appareil, mais vous veniez tout juste de sortir de l'avion. Racontez-nous cette histoire. Donc, je préside une délégation de gens qui sont intéressés par la construction domiciliaire en bois. Les Japonais peuvent nous en apprendre, puis on peut être fournisseur. Et donc, on part. À Toronto, l'hôtesse m'apprend que, parce que je lui avais confié que j'arrêtais à Vancouver, parce qu'il y a une de mes sœurs qui y habitait, qui était missionnaire là, dans ce coin-là. Et donc, elle me prévient qu'il y a un deuxième avion qui part un peu plus tard à Toronto. Alors, moi, je prends le deuxième avion à Toronto, qui fait escale à Vancouver et qui se dirige vers Tokyo. C'est la même journée où un avion partant de Toronto a explosé juste avant d'arriver en Écosse, les Sikhs. Mon avion numéro 1 était porteur d'une bombe. Mais mes bagages étaient restés dans l'avion numéro 1. Je prends l'avion numéro 2, j'arrête à Vancouver, j'ai un peu plus de temps avec ma sœur, et quand j'arrive à Tokyo, surprise, on roule en rond pendant 1 heure de temps au-dessus de la baie de Tokyo, que je connais déjà, donc voilà. Mais bref, on atterrit au fond de la piste et on nous garde là dans un hangar, donc il y avait quoi tout à fait irrationnel, là, pour apprendre qu'effectivement, dans l'avion numéro 1, il y avait aussi une bombe, et on soupçonne la même origine que l'autre avion, qui a explosé après l'atterrissage parce que, à cause des vents, elle avait réussi à prendre de l'avance. Et 3 bagagistes ont été tués. Mais nous, on était saufs. En juin 85, M. René Lévesque, celui qu'on appelait le père fondateur du PQ, démissionne comme chef de parti et premier ministre. Vous qui l'aviez suivi depuis le tout début du mouvement, qu'est-ce que ça vous a fait qu'il parte? C'était triste parce que, d'autant plus triste qu'il y avait manifestement des conflits que je ne pouvais pas vraiment bien percevoir parce que je n'étais pas dans, dirais-je, dans le secret des dieux, là, c'est-à-dire dans cette configuration-là. Et donc, parce que ce qu'on devinait, c'est qu'il y avait des oppositions assez féroces entre les personnages. On a fini par apprendre un peu ce qui s'était passé, mais c'était des tensions qui étaient énormes. On sentait que M. Lévesque était vraiment harassé par un certain nombre de ses collègues qui le remettaient en cause, qui mettaient en cause je dirais même son intégrité physique. Bon, c'était douloureux à percevoir, parce que, à mon avis, c'était injustifié, parce que René Lévesque, moi, je le connaissais donc depuis, à ce moment-là, depuis plus de 15 ans, et c'était un homme qui m'apparaissait toujours très sain d'esprit, en bonne possession de ses... On pouvait ne pas être en accord avec lui sur des orientations, notamment le beau risque, tiens donc. Mais entre ça et défaire un gouvernement, qu'on fasse le débat, je reviens toujours à la même notion. Moi, je suis un homme de parti. Les débats, on les fait à l'interne. On ne fait pas ça sur la place publique. On ne déchire pas un parti parce qu'on a certains désaccords. Qu'on fasse le débat et qu'on prenne la jauge des décisions et puis qu'on s'y conforme. Et M. Lévesque, quand même, avait été malade, il était quand même affaibli. Est-ce que vous avez senti, vous avez déjà été whip adjoint, la nécessité de ressouder l'équipe? Ce qu'il faut savoir, c'est que Lévesque était un personnage un peu seul. J'ai été avec Lévesque depuis 68 jusqu'en 85. Mais, et j'ai posé la question souvent à mes collègues, nous n'avons pas eu souvent l'occasion de converser avec Lévesque. C'était pas un personnage qui était intime avec nous. C'était
un véritable commandant d'armée, à ce sens que on cause, mais on fait les consensus, on passe à l'attaque, on va au front, on se bat, et avec constance, avec persévérance. Et c'était pas le personnage pour consoler qui que ce soit, ni prendre en pitié, ni quoi que ce soit. C'était un personnage d'action. Mais moi, je ne demandais pas plus à l'évêque. Je demandais à l'évêque, justement, de nous guider, de nous inspirer, d'être un bon chef, de nous faire des propositions, oui, qu'on puisse les débattre. Et Dieu sait si on les débattait aussi. Mais donc, il était un bon général. Un bon général, c'est pas un personnage qui fait le tour de ses soldats pour savoir si... Pas un confident. C'est pas un confident, voilà. Et ça, j'étais pas étonné du tout. Et puis, je m'attendais pas, d'ailleurs, à ça. C'est pas drôle d'un chef, d'ailleurs. Et ça, je trouvais que l'évêque faisait bien son métier. Il gardait ses distances respectueuses. Mais les débats idéologiques se faisaient. Bon, je pouvais pas demander mieux, moi. Quelques semaines plus tard, il y a une course à la direction et c'est M. Pierre-Marc Johnson qui est élu chef du Parti québécois et premier ministre. Il vous confie à ce moment-là le ministère des Communautés culturelles et de l'immigration. Vous n'avez pas été très, très longtemps là. Est-ce que vous avez eu le temps de mettre des choses en place? D'abord, les relations avec Pierre-Marc Johnson. Le comté de Groux, que je représentais, a été celui qui, pendant la campagne à la chefferie, avait le mieux porté Pierre-Marc Johnson. Donc, nous avions recruté plus de 1200 nouveaux membres. Il y avait une délégation qui était dédiée à Pierre-Marc Johnson. C'était la confiance absolue. Et je n'attendais rien, d'ailleurs, de retour. C'était pas ça, là. Parce qu'on y croyait vraiment. Et donc, il m'a confié un ministère et j'en étais très heureux parce que j'avais passé une année dans une boîte qui fonctionnait bien, qui était utile, qui rendait de bons services. On avait fait à ce moment-là le sommet sur la personne handicapée, l'intégration de la personne handicapée. On passait à autre chose et bravo, on y va. Mais là, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour mettre des choses en place. Non, mais Gérald Godin me laissait avait des trucs qui étaient en marche. Les programmes PELO, programmes, par exemple, de langue d'origine pour les enfants ou les petits-enfants d'immigrants. Et c'était une pensée très structurante. C'était pour faire en sorte que ces gens-là ne perdent pas trop rapidement, en quelque sorte, leur culture et faire au moins la jonction entre les grands-parents et les enfants et les petits-enfants. C'est l'unité familiale qui fait qu'il y a des richesses là-dedans conservées. Donc, c'était très, très bien. Ensuite, il y avait la fameuse question de l'accueil des immigrants, notamment en ce qui a trait à l'apprentissage de la langue, ce qui, malheureusement, par la suite, a connu une dérive épouvantable. Ça, c'était vraiment intégrateur. C'était un signal fort de la nécessité pour un immigrant de s'intégrer à la majorité francophone. Les élections ont suivi peu de temps après, en décembre 1985. Vous avez sollicité un troisième mandat. Est-ce que la campagne s'annonçait plus rude? Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé dans votre circonscription, dans les attentes des électeurs? Dans la circonscription, oui, il y avait des choses qui avaient changé. Un peu à l'exemple de ce qui s'était passé dans le débat gouvernemental avec le beau risque ou pas le beau risque. Donc, j'ai une partie des militants du Parti québécois qui m'ont lâché. Ils avaient même formé un petit parti indépendantiste. Ils ont eu d'ailleurs 500 votes. Ceux qui m'ont manqué. Ah bon? Voilà, très exactement. Voilà, c'est ça le résultat. Mais on se soumet, les gens sont libres de faire ce qu'ils entendent. Les électeurs sont les patrons. Est-ce que ça a été la seule cause de votre défaite? Non. La vraie cause de ma défaite, c'est l'organisation libérale qui, à la dernière minute, à 5 heures de l'après-midi, a compris une chose. C'est que le jour du vote. Le jour du vote. C'est que les gens de Rosemère, notamment les anglophones, n'allaient pas voter. Parce qu'ils ne voulaient pas voter contre Fallu. J'avais gagné ça. Parce que j'avais
je les avais traités comme des citoyens à part entière, avec des problèmes réels, et on avait bien travaillé ensemble. Et alors, il a fermé tous ses bureaux de vote partout, ses organisations partout. Il a centré sur l'électorat de Rosemère pour faire sortir. À l'époque, nous savions que nous gagnions à peu près par 1000 voix, et lui, il savait qu'il perdait par 1000 voix. Il a réussi à inverser les tendances comme ça dans les dernières heures de la votation. Le résultat, c'est devenu mon organisateur au niveau municipal. Tiens, on sait reconnaître les talents. Et voilà. Comme député de Terrebonne et de Groux, par la suite, quelles ont été les réalisations dont vous êtes particulièrement fiers pour vos combattants durant vos 8-9 ans en politique? Oui. D'abord, l'aménagement du territoire s'est fait. Les zones agricoles ont été reconnues. On a identifié, entre autres, nos zones de développement industriel et on les a développées. Nos centres-villes ont été revitalisés. Nos écoles, nous les avons. La rivière des Mille-Îles ne déborde plus parce que tous les équipements sont en place. L'épuration des eaux, grand débat chez nous, c'est réglé. L'environnement c'est une société qu'on a changée en profondeur. Et maintenant qu'on a continué dans la même vague, parce que moi, je ne suis pas arrêté là, j'ai continué au niveau municipal, à influencer non seulement la ville de Sainte-Thérèse, mais tout le coin, mais toutes les Laurentides. Et faire en sorte qu'on développe nos pistes cyclables. C'est la première grande piste cyclable au Québec, ça a été le Petit Train du Nord. Donc, ça a été de consacrer ce chemin de fer de Mont-Laurier au centre-ville comme une route verte. Maintenant, en partie, il y a un train, en plus, que j'ai beaucoup assisté à sa mise en place. Donc, tout ça, c'était glorieux, tout ça. Moi, j'ai eu une vie politique vraiment remplie d'efficacité, de réalisation. Pas seul, là, parce qu'on vivait avec une équipe, avec un parti, avec des municipalités, avec l'entente. Moi, je passais pas mon temps. Il n'y a pas de temps à perdre à chicaner personne, moi. Au contraire, c'est plutôt de se réunir et de travailler. Et ça a réussi. Vous avez perdu votre élection provinciale en 85 et là, vous avez été aspiré par la politique municipale. Qu'est-ce qui vous a attiré là? D'abord parce que, comme député, j'avais été très près du monde municipal, comme agent de changement, comme agent, au départ, de service. De surcroît, j'avais été adjoint parlementaire aux affaires municipales, avec le dossier de revitalisation des centres-villes, etc., etc. L'aménagement du territoire m'avait passionné. Les problèmes d'environnement, etc. Donc, qui concernent beaucoup les municipalités. Oui, immensément les municipalités. Et qui changeaient en même temps la dynamique municipale, qui faisait que les municipalités prenaient l'envergure de dossiers qu'ils n'avaient jamais traités. Et Dieu sait s'il restait des choses à faire, comme dans toute société, on transforme constamment. Et donc, j'étais intéressé. Les gens qui étaient là travaillaient bien. Je n'ai pas quoi que ce soit à leur reprocher, parce qu'on travaillait ensemble, mais ils avaient décidé de se retirer. Et donc, j'ai accepté en quelque sorte de prendre l'enfilade, sans aucune contrainte de leur part. Donc, j'ai bâti un parti politique. Tiens donc, on sait comment ça fonctionne. Oui. Et donc, on s'associe, on crée le programme et tout, on donne une vision et on gagne les élections sans quasi aucune opposition. Et ça a duré presque 20 ans, oui. 18 ans oui. en fait. 18 ans. Est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez eu des dossiers là, qui vous ont donné du fil à retordre et sur lesquels vous vouliez vraiment trouver l'aboutissement? Ah, mais on les trouve toujours si on veut. On trouve les moyens. Mais cette ville-là, moi, j'ai été accueilli dans cette ville-là il y a 50 ans et on m'a permis avec les citoyens de les convaincre qu'on pouvait la transformer.
faire de ce vieux village un véritable vrai vieux village où on respecte l'architecture historique, où on refait les places du village, où on refait les avenues, etc. Également, le retour du chemin de fer, créer la gare intermodale des Basses-Laurentides. Il y avait 4 circuits d'autobus, il y en a maintenant 26, avec un train de banlieue. Et donc, alentour de tout ça, la Ville, par des achats, par des transactions de toute nature, on a suscité la création, qui est en marche, qui va durer encore qui va des années à se réaliser, d'un Transit Oriented Development, un TOD, comme on dit. Et donc, on voit les édifices pousser partout. Partout, on est maintenant en hauteur. La Ville, on en a fait une ville agissante. Donc, qui a mis la main sur des terrains et qui a, comme propriétaire, donc, a pu définir les vocations et trouver des promoteurs à qui on a vendu, mais à les zonages nouveaux à 7-8 étages. Et voilà. Et on part, on fait autrement, on densifie la ville. Donc, on lui donne sa richesse. Et le transport, évidemment, comme vous venez de le mentionner, c'était une de vos grosses préoccupations. Oui. Et l'ensemble des services. Vous savez, une ville peut avoir des outils quand elle vient les chercher à l'Assemblée nationale. Un jour, l'Assemblée nationale, le gouvernement du Québec fait alliance avec le gouvernement fédéral à propos des centres de main-d'œuvre pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Bon. L'entente a été signée. C'est M. le premier ministre Lucien Bouchard qui la signe. Et puis, là, qui va la mettre en œuvre? Qui a le moyen de mettre ça en œuvre? Ce n'est pas les deux gouvernements qui vont se mettre à bâtir des édifices communs. Mais une municipalité peut décider, si elle vient changer la loi, qu'elle peut construire pour le gouvernement du Québec et elle peut construire aussi, avec permission, construire pour le gouvernement fédéral. Mais voilà, nous avons construit en conséquence, la Ville de Sainte-Thérèse est propriétaire de ce qu'on a appelé la Maison de l'emploi et du développement humain. Dans son nouveau centre administratif du centre-ville, où on a construit également des écoles, on a des centres communautaires, des bibliothèques et tout, l'émergence complète d'un lieu culturel, même d'un pôle universitaire de Saint-Domingue. Et donc, dans ce centre-là, on a quoi? On a les 2 centres de main-d'œuvre et tout ce qui est parallèle à ça. Donc, le centre jeunesse-emploi, la Porte du Nord. Le guichet unique. Le guichet unique, exactement. Et apporter, évidemment, des outils de formation complémentaires qui sont là, qui appartenant aux commissions scolaires et au cégep Lionel-Groulx. Vous avez pris votre retraite de la politique municipale, vous me corrigez, mais je crois que c'est en 2005. Oui. Et là, ben, vous êtes toujours très actif et vous avez mis sur pied le pôle universitaire des Basses-Laurentides. C'est quoi exactement ça? Qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant le pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie. On comprendra pourquoi. Parce que la réforme universitaire n'a jamais été faite au Québec. Le rapport Parent n'a pas touché aux universités. On a créé l'Université du Québec en compensation, en quelque sorte, pour lui donner un peu de souplesse. Mais les universités, on n'a jamais revu leur structure, leur financement, on n'a jamais eu d'exigence envers les universités très précises, comme on l'a, par exemple, pour les commissions scolaires. On dit, attention, et comme société, on dit, il faut qu'on réussisse. Mais quel est le taux d'échec des universités? Il n'y a jamais personne qui pose la question. Et quel est le financement des universités? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent? On ne pose pas la question comme ça. On se compare aux autres provinces et on compare les coûts unitaires. Mais non, c'est peut-être pas là le problème. C'est quel est le taux de diplomation au Québec par rapport à... Bien, moi, j'ai découvert que chez moi, dans un environnement industriel majeur, le taux de diplomation universitaire était de 14 %. Il est 25 % au Canada. Il est de 40 % aux États-Unis et 40 % à l'OCDE. On a des problèmes. On ne bâtit pas une société avec 14 % de formation. Et donc, moi, j'ai déclaré qu'il devait y avoir un plan Sud. Et comment ça fonctionne? Et donc, bien, c'est simple. On n'a aucune subvention. C'est les citoyens qui se sont pris en main. Donc, les industries qui payent leurs cotisations. Les CLD qui cautionnent
et verse pour la promotion de la formation universitaire sur mesure aux industries. Et ce sont des membres. Le conseil d'administration sont propriétaires de leur pôle universitaire, Paul Gérin-Lajoie. Et les cours, donc notre rôle, c'est de percevoir les besoins de formation chez les adultes, dans les industries, sociétés, caisses populaires, banques, peu importe, tous ceux qui en ont besoin, de les mettre en place, d'interpeller les universités en leur disant « Attention, nous avons tel besoin chez nous. Arrivez, s'il vous plaît. » Les locaux sont fournis par les municipalités, un peu partout. Vous savez, il y a des hôtels qui ont des salles de cours, enfin, qu'on transforme en salles de cours. Ce ne sont pas des lieux universitaires, comme disent les universités, pour nous faire des reproches, mais ce sont des salles où on enseigne de niveau universitaire. Et de façon très pointue pour les besoins. Les besoins. Soit de l'industrie, soit de la personne. Oui, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On est en déficit, on est en déficience. Et pensez-vous que les universités vont s'intéresser à du monde comme ça? Ben, c'est pas le même modèle. Ben non, voilà. Mais oui, mais le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est les citoyens et leurs besoins. C'est pas le modèle universitaire qui est bâti sur le modèle du Moyen-Âge de l'Église catholique. C'est exactement ça, je le dis avec ferveur, là, avec raison. Mais non, il faut refaire les choses. Et donc, commençons par le faire ce qu'on peut, en attendant qu'on puisse enfin, comme société, regarder nos industries intellectuelles de niveau universitaire avec une vision globale, différente, en rapport avec l'univers et avec les besoins de notre société. Dans votre réflexion de vos années en politique, autant à Québec au niveau municipal, est-ce que vous avez analysé les exigences de la ligne de parti, en ce sens que, est-ce qu'elle est vraiment un frein à l'expression libre de l'opinion d'un député, d'un élu, ou si c'est un mal nécessaire? Je vous donnerai plutôt l'exemple de ce que j'ai vécu dans le monde municipal, avec un parti, justement. Nous avions établi une règle toute simple. Chacun a droit à la dissidence, mais à une condition. C'est qu'on puisse en débattre ensemble, en débattre, pas exiger, débattre, et que la personne qui veut être dissident sur une mesure nous explique bien pourquoi il annonce sa dissidence et comment il l'annoncera. Voilà. Et de faire en sorte que l'unité du parti se conserve, mais que de temps en temps, on peut perdre un vote. Mais oui, on peut perdre un vote. Parce que sa compréhension du dossier, ses connaissances peut-être professionnelles, fait qu'il peut ne pas être en accord avec nous. Est-ce que ça peut se transposer sur la scène provinciale? Bien, il me semble que ça pourrait se faire. Parce que les décidences, à ce moment-là, sont nécessairement épisodiques. Ça peut être effectivement l'expérience qu'on a vécue au municipal chez nous, d'être une décidence annoncée. Et donc, il ne devient pas scandaleuse. Parce que vous savez qu'actuellement, c'est ça le problème. Si vous êtes décidant sur un point, vous êtes décidant sur tout et vous scandalisez l'univers. Vos réflexions de vos 30 années en politique, est-ce qu'il y a une ou des conclusions qui en ressortent? Ça vaut la peine de s'engager en politique. Parce qu'on peut agir à deux conditions. Qu'on connaisse bien nos dossiers, et le deuxième, qu'on soit persévérant, patient, qu'on établisse une bonne didactique d'enseignement, de conviction, de partage, et on y arrive. Merci, M. Fallu. Je vous en prie.